Bonjour à tous, bon matin. Merci beaucoup là, pour votre présence matinale à notre première session de Blitz Info 5G. Je suis Michèle Sawchuk, directrice du contenu à la DRIC et responsable là, des projets d'adoption pour le volet encore 5G au Québec. Je suis très contente parce que je suis en présence de mon entrepreneur préféré, Harold Dumur de chez OVA. Qui va participer avec nous à cette séance de Blitz Info 5G parce que Harold a quand même pas mal d'expérience sur la plateforme Encore et ça va vous permettre de lui parler, d'échanger avec lui. Et donc, on l'espère en 1 heure faire le tour de ce qui est disponible pour vous chez Encore et d'avoir l'expérience concrète terrain d'un entrepreneur. Je suis également accompagnée de mes collègues Quentin Hibon, directeur développement des affaires, qui va vous présenter le volet d'Encore et les différents programmes d'aide. Il y a Nabila Domran également, la logistique. Et je vais vous inviter d'ailleurs, si vous avez des enjeux de logistique, d'utiliser le chat. Sinon, le boîtier situé en haut, la fonction QNR là, pour la période d'échange, questions-réponses avec nous. Également, mon collègue Carl Baillargeon aux communications qui est avec nous ce matin. Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous avez pu prendre un café avec nous. Et avant de discuter avec Harold, je vous présente l'agenda de la prochaine heure. Donc, une vingtaine de minutes avec un échange avec Harold, ensuite une dizaine de minutes sur l'initiative Encore 5G et discussion, questions-réponses rapides avec vous, toujours en utilisant la fonction située en haut, QNR, et on va conclure à 9 heures pour partir votre journée. Donc, Harold, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Toi? Oui, ça va bien. Écoute, avant de commencer notre échange, j'aimerais ça que tu te présentes ton parcours également, ton entreprise, avant qu'on puisse aborder les différentes questions en lien avec la 5G. Cool. Dans le fond, je suis fondateur et président d'une compagnie qui s'appelle OVA, comme vous pouvez le voir. OVA œuvre depuis 2014, donc ça fait un peu plus de 7 ans dans le domaine de la réalité virtuelle puis augmentée. À l'époque, on se rappellera, la réalité virtuelle, peu de gens en avaient entendu parler. Il y avait une grosse nouvelle comme quoi Facebook avait acheté une compagnie qui s'appelait Oculus, qui était encore moins connue. Et depuis, nous, on a donc commencé à travailler là-dessus, puis on s'est aperçu qu'il y avait un gros problème à l'époque, c'est que pour créer des environnements immersifs, il fallait être un bon programmeur, puis connaître les bases de la modélisation 3D. Donc, on s'est dit, pourquoi pas démocratiser la création de ce contenu, un peu comme les blocs Lego nous permettent de créer des environnements, ou pour les gamers dans la salle, Minecraft permet de créer des mondes à partir de petits blocs. On s'est dit, pourquoi pas faire une boîte à outils qui allait permettre de démocratiser par de simples glisser-déposer la création d'environnements non seulement immersifs, mais aussi augmentés. C'est de là que notre produit Stellarix est né. Puis, comme le domaine du jeu vidéo était bien servi, entre autres par Minecraft, on s'est dit, pourquoi pas cibler les entreprises. Oui, c'est super. Et donc, ta plateforme StellarX, comment toi, tu es venu à t'intéresser à la 5G? Comment ça a pu aider, en tout cas, ou propulser OVA et ta plateforme? Parce que on peut peut-être revenir un petit peu en arrière, mais tu connais bien encore la plateforme comme telle. Oui, puis je pense que l'histoire d'amour avec Encore remonte aussi à un petit bout de temps. Fait que si on tourne dans le passé encore une fois, nous, notre première connaissance du programme, c'était aux alentours d'octobre 2019. On a pu faire notre premier test. Puis ça vient du fait que les ordinateurs commerciaux qu'on connaît aujourd'hui ont besoin de cartes graphiques afin de pousser la 3D. Donc, la 3D est faite de quoi? Elle est faite de plein de triangles, les polygones. Puis plus qu'il y en a, plus qu'il faut les charger afin de faire apparaître ces mondes virtuels. Donc, plus qu'il faut de polygones à charger, plus qu'il faut des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Puis à un moment donné, on atteint la loi de Moore, son plafond.
la loi de Moore, qui est dans le fond le fait que de plus que le temps avance, plus que les cartes graphiques vont être puissantes, puis l'offre et la demande vont venir à se stabiliser pour les acquérir. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est très difficile d'accès parce que les crypto-mineurs achètent beaucoup de cartes graphiques et ce qui fait en sorte que c'est presque impossible d'en acheter. Et là, j'arrive à Encore. C'est la parfaite plateforme en ce moment pour le futur, pour notre domaine, le paradigme donc, de l'immersion, parce qu'il vient de faire en sorte qu'on peut déposer dans des cartes graphiques qui sont virtualisées, donc qui ne sont pas dans nos ordinateurs commerciaux, de virtualiser l'image d'un programme, donc que ce soit StellarX ou peu importe quel autre programme, et de pouvoir y accéder sans même avoir à télécharger donc la dite application. Ça fait en sorte qu'on vient couper ce qu'on appelle en bon français le middleman. On vient couper donc ce point d'intersection qui est obligatoire encore aujourd'hui, soit de prendre notre ordinateur pour accéder à ce contenu. OK. Et donc, est-ce que tu as vu les technologies 5G, les boîtes à outils, pas augmenter, mais se bonifier au fil du temps? Et pour les gens qui nous écoutent, quel genre de tests ou quel genre de projet on peut faire actuellement, sachant que c'est une plateforme pré-commerciale, mais quand même, est-ce que tu vois différentes possibilités là, pour les entreprises d'ici? Oui, oui, puis j'ai vu ça se bonifier, c'est certain. Nous, je me rappelle, en 2015, on essayait de faire une 5G maison. On avait appelé NVIDIA, puis on avait voulu streamer à travers le cloud notre application s'il y avait été un désastre. On avait utilisé des cartes Tesla, mais je ne me souviens plus de leur numéro, mais ça ne voulait juste pas fonctionner. Mais on avait parlé à NVIDIA voir si c'était quelque chose qui pouvait nous permettre. Donc, c'est sûr, ça s'est bonifié parce que maintenant, c'est possible. Donc, nous, on est l'exemple qui le démontre parce qu'on arrive à streamer dans un casque Oculus Quest 2 qui ne serait pas possible de tourner notre application sur les serveurs Edge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait NVIDIA depuis? Ils ont sorti, entre autres, leur SDK qui permet de faire ça, qui s'appelle le Cloud XR SDK. Juste la petite parenthèse technique. Puis sinon, du côté donc, du backbone, la technologie iPaaS d'Encore, maintenant, ils ont tout ce qui est les ordinateurs de périphérie, donc le Edge Computing. Et ce Edge Computing-là, il manie donc des disques durs et des processeurs graphiques nécessaires pour vous pour faire vos tests. Entre autres, vous allez avoir accès rapidement à 8 GPU virtualisés. C'est beaucoup. Hein, quand on pense que dans un ordinateur, il y en a juste un processeur graphique, là, il y en a 8. Donc, vous pouvez imaginer la puissance que vous avez. Tout est là comme instance pour déposer vos logiciels dessus. Comme vous faites un copier-coller dans Windows, vous allez faire copier-coller dans le serveur de périphérie. Vous pouvez aller sur place aussi. Donc, autant à Montréal qu'à Québec, dépendamment de où vous vous trouvez. Puis, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous accompagner, même pendant la COVID, en respectant les distances, là, puis dépendamment donc aussi du couvre-feu, tout, là, pour vous aider justement dans les démarches de le mettre dans un serveur de périphérie. OK, donc, la première démarche à faire pour les gens qui pensent à un projet, tout ça, c'est de passer par le iPaaS qui est en fond disponible sur le site d'Encore 5G. Et là, vous choisissez la province du Québec parce qu'il y a le même volet en Ontario. Et donc, comment ça se passe? C'est quoi? C'est que tu remplis un formulaire, tu expliques un peu ton projet. Exactement. Fait que, dépendamment de la route que vous voulez prendre, soit de faire le test, parce que le test, vous pouvez toujours, à moins que je me trompe, en tout cas, c'était ça, le faire. Là. Vous pouvez aller, Oui. c'est offert à tout le monde, vous remplissez justement ce formulaire-là. Puis sinon, mais je pense que c'est là qu'on se dirige. Là. Il y a aussi le programme dans lequel nous, on a participé, qui est le programme Adoption, où que là, justement, ça l'encourage le maillage, donc la création de consortiums, afin non seulement d'accélérer les tests non commerciaux, c'est-à-dire d'Encore, pour faire des tests, vers, avec le consortium, de créer, dans le fond, une offre commerciale et de pouvoir étendre, donc j'ai le mot en anglais seulement qui vient juste cogner à ma tête, là, mais scaler, donc de grandir plus rapidement grâce à ce type d'alliance-là que vous pouvez faire d'entrée de jeu en appuyant sur une adoption. Puis la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que vu que ce n'est pas commercial l'antenne, que c'est fait pour des démonstrations,
Donc, il faut que les ordinateurs, les adresses IP sur lesquelles vous allez vous connecter soient whitelistés, qu'ils soient dans cette liste blanche-là des IP, des adresses qui sont donc autorisées. Puis une fois que vous êtes là-dedans et que vous êtes dans ce qui s'appelle la white zone, je ne connais pas la traduction française pour la white zone, mais bon, cette zone franche, dans cette zone franche, donc vous avez accès à une puissance là, énorme, là, j'en perds mes chiffres, mais pour justement avoir tout le temps l'image par seconde que vous avez besoin dans vos casques. Wow. Donc, je vais faire un petit pas de recul avant de parler des projets d'adoption. Tantôt, Quentin va faire le survol de tout l'ensemble du portefeuille d'Encore, incluant aussi les MITAX. Toi, qui est quand même au courant là, de tout ce qui se fait ailleurs, tout ça, ici au Québec, toi, tu es dans un domaine des réalités immersives et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu penses qui sont vraiment porteurs avec la 5G, sachant que oui, ça s'en vient, la 5G industrielle, mais aujourd'hui même, y a-t-il d'autres domaines que tu vois qui disent « Wow, je pense que les gens qui nous écoutent, si vous avez des partenaires potentiels ou des idées de projets, sachez qu'il y a des portes d'entrée, il y a des projets TI financés aussi qui sont un peu plus petits en taille, mais qui offrent aussi un financement. » Donc, j'aimerais avoir ton appréciation là, de ce qui s'en vient et quels sont les domaines vraiment, secteurs d'activité, si tu veux, qui vont le plus bénéficier de la 5G. Ben oui, puis je pense que les gens commencent à tous le remarquer, hein. C'est étrange, mais on entend parler de l'intelligence artificielle, des objets d'Internet connectés, les IoT, là. Et donc de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Puis tout ça vient à faire une sorte de tourbillon de la 5G. Donc, mais qu'est-ce qui s'en vient dans le fond? Dans ce tourbillon, au centre, c'est une convergence technologique. Fait que les autres personnes qui peuvent bénéficier, entre autres rapidement de même, là, mais ça peut s'étendre à plus que ce que je dis aujourd'hui, là, mais je vais prendre l'intelligence artificielle parce que c'est très, très demandant en termes de coûts de calcul pour entraîner ces algorithmes-là, que ce soit pour du machine learning. Puis, souvent, quand on est en train d'en faire en temps réel sur notre application, ça vient à ralentir notre application. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sépare le calcul dans un thread, donc puis on l'encapsule dans le Edge. Donc, le Edge vient nous supporter. Fait que l'application, entre autres, n'a pas tout à supporter ce poids-là sur ses épaules. Donc, ça, c'est de un. Les autres choses que je vois, entre autres, c'est que donc, nous, on évolue un peu dans le secteur de l'entraînement. Puis, souvent, ce qu'on voyait, c'est qu'il faut amener la personne qui a été formée vers le lieu de formation. Mais là, avec la 5G, c'est qu'on amène le lieu de formation à la personne. Donc, c'est un changement de paradigme dans ce sens-là. Fait que ça, je vois ça là-dedans. Sinon, on s'entend de nos jours, pour ceux qui travaillent dans les usines qui sont présents, pas beaucoup de Wi-Fi. Quand il y en a, ça a pris tout pour le mettre. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a le Bluetooth bien souvent. Fait qu'est-ce que ça va permettre? Le Edge, le serveur de périphérie on-premise, donc sur les lieux, ça va permettre de débloquer tout ce qui était bloqué auparavant. Puis ça, c'est quelque chose d'avoir donc de la périphérie, hein, qui est à la fin de la journée un ordinateur, qui semble être. D'où les manufacturiers semblent être enclins à déposer à l'intérieur de leurs usines, comme c'est super protégé. Aussi, il faut savoir, ça c'est une autre chose qu'on ne parle pas souvent, on parle souvent de vitesse. Il y a une façon de réserver une certaine bande et dans la 5G, c'est ultra sécuritaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très bon pour ceux qui œuvrent, qui seraient peut-être présents dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc tout ce qui est aspect cybersécurité à considérer. Et finalement, peut-être pour... Oui, vas-y. Évidemment, je pensais à la santé connectée, aux villes intelligentes. À tout Smart City, c'est vrai, IoT Smart City, de voir les aqueducs. Puis le dernier exemple que je pourrais donner, qu'on ne pense pas souvent, c'est le real estate, donc l'immobilier. On sait hein, qu'on emménage, puis il y a eu beaucoup de déménagements pendant cette pandémie, fait que j'imagine que certains l'ont revécu. On arrive dans un nouvel immeuble, dans un nouveau condo, une nouvelle maison. Souvent, Vidéotron et Bell sont déjà là connectés. Il faut juste les appeler et dire venez mettre la borne, le routeur, puis c'est fait. On a notre Internet. Fait que les fils sont déjà toutes passées. Fait que où je veux m'en venir, c'est que selon moi, les futurs projets, donc
immobiliers vont avoir un serveur de périphérie dans leur sous-sol ou peu importe où ils vont le mettre. Puis les gens vont pouvoir le débloquer pour avoir un accès directement donc, à la 5G. Fait que, après la fibre, c'est vers là qu'on se dirige à même donc, nos condominiums. C'est ça. Nous, je peux peut-être rajouter dans les projets qu'on voit, que ce soit chez Prompt ou avec la DRIC pour encore, c'est que les domaines sont très variés, mais on parle de l'agriculture connectée, on parle des robots dans les champs et tout ça, on parle de la santé connectée également. Toutes ces applications-là qu'on voit venir, nous, on vous incite à venir déposer des projets puis à venir faire des tests parce que c'est gratuit, first. C'est intéressant pour ça. Puis deuxièmement, on est toujours dans le pré-commercial. Donc, si vous êtes familier avec les TRL, peut-être, Harold, un mot là-dessus, c'est certain qu'on est dans le pré-commercial, donc c'est des TRL 7 et moins. Si tu veux peut-être juste dire un petit mot là-dessus, c'est important là, pour les gens qui voudraient faire des projets là, avec encore. Oui, exactement. Non, puis c'est vrai que les TRL, qui veut dire Technology Readiness Level, ou en français, ça se traduirait par le niveau de maturité. Il manque une lettre, là, mais ça revient à ça. Souvent, comment il faut le voir, c'est à la fin de la journée, à travers ça, vous voulez avoir, encore un anglicisme, mais un MVP, donc un Minimum Viable Product, donc un produit minimum viable. Qui sera dans le futur, donc commercial. Donc, se rapprocher, faire un prototype, faire une preuve de concept, faire un MVP, sans passer par c'est quoi un TRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là. C'est vers là, je dirais que l'idée devrait aller. Donc, c'est sûr que quand vous commencez donc un produit, bon, il y a tout ce qui vient alentour de la startup, le business model Canva, etc., là, que vous connaissez sûrement déjà. Mais dans le fond, c'est ça, c'est comment sortir du building de votre édifice et de propager votre produit. L'antenne, pour faire un mauvais jeu de mots, la meilleure en ce moment, c'est encore qui vous permet de faire justement une vitrine et de pouvoir scaler. Comment, à la fin de la journée, vous allez pouvoir remettre dans la main de tout le monde votre produit sans avoir à le porter sur différents systèmes d'exploitation, que dans le fond, téléphone soit un écran qui propulse, qui reçoit ce qui est propulsé à cet écran. Donc, encore, c'est là pour ça. Un mot aussi sur les dates limites, c'est-à-dire qu'il y a possibilité encore de déposer des projets jusqu'au début de l'automne, je vous dirais. Et donc, tout dépendant du type de programme qui vous intéresse, sachez que, parce que par exemple, on va parler, avant de terminer notre échange, des projets d'adoption comme tels. On peut prendre 6 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois même pour faire un projet, des tests et tout ça. Donc, ça demande quand même une certaine réflexion. Il faut déposer un projet, tout ça. Sachez quand même qu'on est en mode agile, autant chez Prompt que chez l'ADRIC, pour évaluer des projets, vous accompagner. Ça, c'est très important, ce que je veux vous dire là, parce que, Harold, tu pourras peut-être en parler là, de ton projet d'adoption. Vous êtes quand même une bonne gang, si on peut dire. Ouais. Et tout au long du processus, on accompagne les entreprises, les organisations qui peuvent aussi déposer, pas juste des PME, pour bonifier le projet, pour encadrer puis s'assurer que tous les aspects, autant financiers, stratégiques, technologiques, sont pris en compte avant un dépôt au comité. Donc, pour être sûr que, dans le fond, il n'y a personne là, qui va perdre son temps. Et donc, je dirais que de l'avis d'intérêt jusqu'au dépôt, il ne s'écoule pas tant de semaines que ça, si je peux dire, là, pour déposer un projet. Je suis d'accord. Et donc, si tu veux, peut-être on terminerait là-dessus quelques minutes sur le projet d'adoption. Peut-être expliquer même, il a été accepté, donc un peu, ça va donner une idée aux gens, qu'est-ce que c'est exactement le volet de collaboration et d'adoption. Oui, puis je pense que dans le fond, la collaboration, c'est le terme à retenir parce qu'il faut trouver donc les collaborateurs, pour faire un mauvais pléonasme, mais puis ensuite, il faut que tout le monde s'entende sur la vision. Fait que c'est sûr qu'il va falloir mettre en place un lead, comme tout bon projet, là, qui va donc mener puis driver l'écriture de cette demande-là. Et
et pousser les autres à se commettre et aller de l'avant parce que c'est un mouvement qui vient être uni vers la même direction. Puis, nous, dans notre cas, effectivement, on est plusieurs. Là. Il y a 4 entreprises plus la nôtre, donc 5. Puis, c'est dans le domaine donc, du multimédia interactif. Et à la fin de la journée, nous, on cherche à faire une sorte de hub. Puis là, je ne sais pas où je peux aller dans les détails parce que je ne sais pas si justement mes collaborateurs voudraient que j'en parle trop avant de l'annoncer, mais tout ça pour dire qu'on s'est tous mis ensemble, tous mis sur un commun accord afin de pouvoir livrer donc, la même solution. Puis justement qu'à la fin de la journée, chacun d'entre nous puisse utiliser son propre effet halo, qui est super important quand on est petit, le bouche à oreille, l'effet halo des autres. Puis il y a un livre super intéressant qui s'appelle Crossing the Chasm, qui montre pour les technologies justement qui sont early, innovateurs, comment traverser ce désert-là que tous on va connaître là, si vous êtes justement dans deep tech, bleeding edge tech, edge tech. Il y a une phase d'adaptation avant qu'on se rende de l'autre côté puis que bang, 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 ça shoot là, en termes de demande. Fait que comment qu'on fait ça? C'est à travers des partenariats. Donc, c'est ce qui ça permet à Adoption, c'est que dans le fond, à la fin de la journée, on sait que c'est tout pour un seul but, c'est qu'on veut justement pouvoir se faire propulser par la 5G. Fait qu'on travaille tous ensemble, on est tous amenés à travailler ensemble parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ce canevas-là qui est défini. Donc, encore. Nous, ça a accéléré la création de partenariats immensément parce que c'est plus facile d'aller voir quelqu'un en disant, regarde, on va tous bénéficier ensemble, on va tous se faire grandir ensemble, on va tous se tirer vers le haut. Fait que, c'est un argument qui a permis de créer cet immense consortium. C'est mon plus gros en 7 ans. Là. Oui. 4 autres entreprises. Oui, on va l'annoncer évidemment dans les prochains jours, là, disons, prochaines semaines. Puis dans les projets d'adoption, ça prend un utilisateur final, ça prend un terrain pour tester vos idées, vos projets. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça, justement, communément, on appelle ça un use case. En quelques mots, Harold, là-dessus. Oui, nous, dans le fond, on a visé donc 2 institutions publiques parce que, comme je disais, d'entrée de jeu, on vise aussi tout ce qui est le domaine donc, de la formation, de l'entraînement, puis que ça puisse toucher aussi les manufacturiers parce que nous, chez OVA, c'est là-dedans qu'on œuvre, dans les verticales, qui est le domaine de la défense, mais aussi le domaine manufacturier. Puis c'est important parce qu'à la fin de la journée, avec la pandémie, on s'entend qu'il y a une nouvelle case de risque qui s'est ajoutée chez les boards, chez les CA, les conseils d'administration, qui est qu'est-ce qu'on fait en temps de pandémie? C'est quoi la mitigation? Donc, c'est quoi la contingence qu'on va mettre? Et souvent, dans mon cas, le virtuel revient. Comment on peut continuer à travers un campus digital, par exemple, à collaborer ensemble. C'est un peu ça qu'on propose, en d'autres mots, aux institutions publiques. C'est cet effet-là d'avoir des test users, des use cases, des utilisateurs finaux qui vont pouvoir collaborer, même peu importe l'environnement, je veux dire, sanitaire, là, et les restrictions qui sont imposées par la distanciation sociale. Donc, nous, c'est là-dessus qu'on a dit, regarde, c'est dommage qu'est-ce qui arrive à travers la planète. Voyons voir comment on peut, si ça s'étend, pallier à ça avec cette contingence-là. OK. Écoute, on va continuer tantôt, je te remercie, on va continuer tantôt l'échange pour les participants. Je vous invite à préparer vos questions. Harold va être super content là, de répondre rapidement à vos questions. Je vais passer la parole maintenant à mon collègue Quentin Hibon, directeur développement des affaires, pour vous donner un aperçu, en fait, des différents programmes d'aide disponibles pour vous. Bonjour, Quentin. Bonjour Michel, et merci Michel, merci Harold d'avoir partagé ton expérience au sein du programme Encore. Donc, je suis Quentin Hibon, directeur du développement des affaires chez la DRIC et Mitax, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous donner donc plus d'informations sur l'initiative Encore 5G qui vise à soutenir les PME qui développent des projets autour de la 5G. Slide suivante.
Voilà. Donc, Encore 5G offre une plateforme d'innovation interprovinciale soutenue par les gouvernements du Canada, de l'Ontario, du Québec, des acteurs majeurs du secteur privé, ainsi que plusieurs organismes qui soutiennent l'innovation. On peut passer. Ouais. Donc ici, vous pouvez voir l'implantation des différentes zones de test de la 5G. Donc au Québec, vous avez plusieurs centres disponibles. Donc il y en a un situé au Centec à Montréal et vous en avez un autre à l'Institut de l'intelligence et données de la ville de Québec. Et vous pouvez aussi faire des tests à distance. Donc les différents centres offrent l'accès à un banc d'essai 5G gratuit, à des espaces de travail, à des ressources techniques gratuites et l'accès à des experts de Ericsson et Ciena. Le programme Encore offre également du financement et de l'accompagnement. Donc, il y a 3 programmes au sein de Encore 5G que nous allons voir plus en détail ensuite. L'IPAS et les projets TI financés sont gérés par Prompt et les projets d'adoption sont gérés par la DRIC. Donc, l'IPAS donne un accès gratuit aux infrastructures Encore 5G, aux ressources Ericsson et Ciena afin de tester, de mettre au point vos produits et services. Vous avez donc des projets financés qui offrent du financement aux PME. Vous pouvez obtenir des financements jusqu'à 66 000 $ sous forme de remboursement de 50% des dépenses admissibles. Les projets d'adoption, eux, sont des projets qui regroupent plusieurs PME qui travaillent en collaboration et avec un utilisateur final également. Donc, on peut financer des projets jusqu'à 50 000 $. On peut financer jusqu'à 500 000 $, pardon, pour des projets qui vont jusqu'à 1 million de $. Donc, c'est comme pour les projets TI financés, le financement se fait sous la forme de remboursement des dépenses. Donc, le processus d'une demande est particulièrement simple et rapide et nous vous accompagnons, comme Michel le disait tout à l'heure, nous accompagnons du début à la fin. Donc, voici le processus pour un projet d'adoption. Tout commence par une rencontre, évidemment, afin de bien cerner l'enjeu de l'entreprise et identifier quel est le volet du programme Encore 5G qui sera le plus adapté aux besoins de l'entreprise. La deuxième étape consiste à remplir un avis d'intérêt et un montage financier simplifié. Une fois que cette étape est validée, nous passons à l'avis détaillé dans lequel nous demandons un diagramme de Gantt afin d'avoir plus de précision sur la gestion de projet. Et une fois que tout est en ordre, nous convoquons un comité d'évaluation et nous procédons à la signature des ententes. Et il faut compter 3 semaines pour cette partie. Donc, une fois qu'on a tous les papiers, c'est très rapide en fait comme processus. Donc, l'avantage du programme Encore 5G, qu'il permet aux PME d'intégrer également à moindre coût des chercheurs universitaires grâce à Mitax. Donc, habituellement, un stage Mitax coûte 15 000 $ et il est financé à 50% par Mitax. Le stage revient donc à 7 500 $ à l'entreprise pour un stage de 4 à 6 mois avec des étudiants allant du cégep au postdoc. Non, la slide suivante, c'est ça. Dans le cadre de Encore 5G, les 7 500 $ à la charge de l'entreprise vont bénéficier du remboursement de 50% de Encore, ce qui permettra à l'entreprise de ne débourser que 3 750 $ pour un stagiaire toujours de 4 à 6 mois. Et donc, voici les partenaires de Mitax que nous remercions chaleureusement. Alors, un mot, Quentin, merci sur le processus. Si je reviens, bon, si je peux revenir. Ici, Oui. comme vous voyez, bon, Quentin travaille avec moi là, sur l'aspect du processus et on est quand même fiers d'arriver à un délai aussi court là, pour faire l'évaluation des projets. Des rencontres qu'on fait sont quand même rapides. Quentin, souvent, tu vas voir des entreprises qui vont t'interpeller, que ce soit dans des, dans des sessions de conférences et tout ça. Et rapidement, on regarde leur avis d'intérêt général et souvent, on va les supporter là, pour le bonifier, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, je vous invite, tous ceux qui ont un intérêt pour des projets, à nous faire part là, de votre intérêt, vos commentaires. Vous allez avoir à la fin de la session nos contacts aussi. Et on peut parler rapidement de certains projets qu'on a, Quentin, actuellement, sans dévoiler rien de spécifique, mais on a des projets quand même très intéressants. Par exemple, c'est celui dans l'agriculture. C'est quand même pour les gens très intéressant de pouvoir
déposer de tels projets. Qu'est-ce que tu aurais un mot à dire là-dessus, sur les différents types de projets qu'on a? Alors déjà, je voulais juste revenir sur le fait que ce soit très rapide comme processus, mais effectivement, je pense que c'est le fait qu'on valide chaque étape du projet avec le client pour lui permettre d'aller à l'étape suivante. Donc, je pense que quand on arrive effectivement devant le comité d'évaluation, c'est qu'on a estimé que le projet avait toutes ses chances. Donc, il y a très peu de risques de passer tout le processus et d'arriver devant le comité d'évaluation et de se faire rejeter, entre guillemets. Donc, ça, c'est vrai que c'est très rapide. Et sinon, au niveau des projets, effectivement, on a des projets dans à peu près tous les verticaux, que ça va du divertissement finalement à la défense. On a effectivement quelques projets dans l'agriculture aussi. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir des jumelles sur le futur quelque part quand on voit des robots autonomes agricoles qui sont capables de gérer énormément d'opérations en agriculture de manière autonome. Enfin, c'est assez incroyable. Des projets aussi comme OVA, je pense que c'est vraiment une vision du futur en fait, et que dans très peu de temps, ça va être complètement démocratisé en fait. C'est ça. Donc, écoutez, si vous avez des questions pour nous, que ce soit sur les volets des programmes, que ce soit pour Harold aussi, je vous invite à les poser dans la fonction Q et R. Et ça va nous faire plaisir là, de répondre précisément là, si vous avez des questions là, par rapport à Harold et son processus avec la 5G ou pour nous à la DRIC, ça va nous faire plaisir. Est-ce qu'on a quelques questions? Il est peut-être trop tôt. Mais sinon, en attendant que les questions rentrent, je peux dire qu'on a vu le Gantt, là. Juste dire que j'ai un logiciel en ligne que je recommande aux gens qui vont travailler sur le Gantt chart. Ça s'appelle teamgantt.com. Puis là, en même temps, je veux juste valider que je l'appelle bien. Donc, c'est team, T-E-A-M, Gantt, G-A-N-T-T.com. Vous avez le droit gratuitement à faire un Gantt avec l'application, là. Donc, puis ça va super bien monter des projections de projets avec ça, là. Maintenant, moi, je suis rendu sur l'application payante, fait qu'on peut en faire plus en même temps. Mais à l'époque, j'utilisais MS Project qui est quand même complexe, là, mais pour donner une projection. Puis à la fin, c'est utile là, ou le connecter à Jira, là, pour ceux qui utilisent Jira. Mais Team Gantt pour faire un premier jet, un aperçu au niveau, parce que c'est juste ça qu'il faut pour la demande encore, c'est de montrer que vous avez une idée de où vous dirigez, que vous savez combien de temps ça va prendre, parce que comme il a été mentionné, il y a une date limite, là. Je pense qu'il n'a pas été mentionné la date limite de fin, par contre. Oui, exactement, tu as raison. Okay. On va mettre ta référence, si tu veux bien, Harold, dans le... Oui, je vais le texter. Parfait, c'est bien. Oui, OK. C'est très important aussi, c'est que pourquoi on vous dit de déposer des projets le plus rapidement possible, c'est que la date de fin, encore version 1, c'est le 31 mars 2022. Alors, vos projets doivent être terminés à cette date-là. Donc, si on regarde la fenêtre qui est devant nous, ça reste quand même, ça paraît quand même long, mais ce n'est pas très long pour faire un projet. Surtout quand on a des collaborateurs avec qui on doit s'arrimer, tout ça, et faire les tests. Alors, on plaide évidemment pour la version 2 d'encore et bon, somme toute, on pense que ça va continuer, mais nous, on ne peut pas s'avancer là-dessus. Alors, on travaille sur l'horizon du 31 mars 2022. Et je dirais que quand vous êtes partenaire encore, peut-être un petit mot sur l'API, parce que la propriété intellectuelle, on a eu quelques questions là-dessus. Oui, et donc, j'aimerais ça que, en tout cas, on en avait parlé, Harold, puis tu l'avais très bien résumé. Donc, des fois, on a des enjeux, les gens pensent, tu sais, qu'encore par rapport à l'API, tout ça. Fait que, toi, tu as signé la convention. Fait que juste peut-être mettre un petit mot là-dessus sur tous les enjeux de propriété intellectuelle dans le cadre d'une plateforme pré-commerciale. Oui. Puis bon, donc l'API, la propriété intellectuelle,
Dans le fond, si vous êtes à votre premier projet, je peux comprendre le stress. Puis comment ça marche, là, la protection de votre bébé, là, de votre produit, de votre programme, de tout ce sur quoi vous travaillez, vous mettez sueur et nuit blanche pour rendre la chose de plus en plus poétique. Donc, vous commencez par un document de confidentialité, donc le fameux NDA ou MNDA, donc soit qu'il soit mutuel ou juste un simple non-disclosure agreement. Une fois que ça c'est fait, il faut entrer donc dans la protection de votre propriété intellectuelle. Il y a deux façons assez simples à faire. La première, c'est que vous définissez c'est quoi votre background IP. Donc, c'est quoi que vous possédez avant de rentrer dans le projet. Et vous allez définir c'est quoi le foreground IP, donc qu'est-ce qui va être créé dans le groupe et qu'est-ce qui va appartenir au groupe. Et ce background IP-là, il peut s'étendre sur qu'est-ce que va vraiment contenir. Ce n'est pas comme hey, aujourd'hui, c'est ça mon background IP, c'est ça mon idée du background IP, que c'est ça mon produit, fait que c'est ça qu'on ne touche pas. Et voilà le foreground IP. Ça n'a pas besoin d'être un document de 30 pages, ça peut être fait dans un fichier Excel ou dans un tableau Word. Où vous marquez background, foreground des différents partenaires. Il existe des grilles de disponibles pour faire ça, définir background, foreground. Puis ça, vous wrappez ça dans ce qui s'appelle un Master Project Agreement. Donc, un projet, un master du projet. Quand un jour, peut-être, vous allez faire des consortiums internationaux, ça s'appelle un ICPA, donc un International Consortium Project Agreement. Puis ça, c'est super binding, puis c'est simple, tout le monde sait à quoi s'en tenir, puis ça ne prend pas 10 000 heures c'était en bon québécois. Donc, placez votre propriété intellectuelle. Puis, si ça vous stresse, c'est toujours bien d'appeler un avocat pour qu'il révise, donc background de chacun, foreground de chacun, parce que moi, ce n'est pas un avis légal, donc je précise ce que je vous donne, mais plutôt un conseil. Puis tu sais, je pense que ça va prendre comme 30 minutes du temps pour ne pas faire de pub, là, mettons un Robic ou Fasken ou Name It, là, je ne vais pas toutes les nommer, mais DS, etc., qui pourraient reviser donc, ça. Puis aussi, des fois, à travers des accélérateurs, pour ceux qui sont à cette phase-là, ils donnent des heures gratuites de consultation avec des avocats. Fait que ça serait le temps de les utiliser pour juste cette petite révision-là, mais vous pouvez en masse l'écrire, là. Vous connaissez mieux que votre produit. C'est quoi votre produit? Puis c'est quoi vous allez faire? Vous connaissez encore mieux que c'est quoi le projet que vous allez faire? Fait que background, foreground, puis that's it. En tout cas, pour nous, à date, là, on a toujours évolué de même, autant avec des collaborations avec un bombardier de ce monde qu'avec une autre PME. Là. C'est ça. Donc, c'était simplement là, pour préciser qu'effectivement, pour encore, la propriété intellectuelle, je veux dire, appartient aux gens des projets. Et donc, c'est très bien là, encadré là, dans la convention et c'est assez simple, là, je pense, à comprendre là, pour les non-initiés là, également. Est-ce qu'on a des questions? Quentin, de ton côté? Non, là, je n'en vois pas, en tout cas dans le chat. Oui, il y avait peut-être une question, j'ai profité d'avoir Harold sous la main pour poser peut-être une petite question. C'était, on voit de plus en plus, tu en as parlé tout à l'heure avec la plateforme NVIDIA, donc il y a de plus en plus une dématérialisation finalement. On le voit aussi par exemple avec PlayStation, qui ont une plateforme PlayStation Now qui finalement ne t'oblige plus à avoir une PlayStation chez toi pour pouvoir jouer. Est-ce que tu penses que ce genre de système vont se démocratiser et vont aller au-delà du secteur du jeu vidéo, etc. Et donc, ça voudrait dire qu'aussi, si ça se démocratise, on va avoir de plus en plus besoin de connexions très, très haute vitesse. Et donc, la 5G, je suppose. Je ne sais pas comment tu oui. ton idée. Non, effectivement, je pense que c'est ça que la 5G va permettre de faire, c'est que ça ne sera pas juste réservé à ce qui est le cloud gaming, là, puis ça va être du edge gaming, donc bientôt. Entre autres, j'avais parlé à quelqu'un que je connais depuis South by Southwest qui se passe à Austin. Donc, Austin, c'est le pays natal de Dell Computer. Puis cet ami-là, il a cheminé dans son cheminement professionnel, puis il est rendu directeur du CTO, puis il m'a dit que Dell, dans le fond, est en train de shifter entièrement pour aller vers le Edge. Donc, tout équipé dans toute leur ferme de serveurs là-dedans. Parce qu'à l'époque, il me racontait qu'ils servaient donc les Google de ce monde, puis à un moment donné, Google a figure out, comme il me disait, comment faire leur propre cloud.
Fait que là, ils sont en train de tout stacker pour avoir du edge puissant avant qu'ils se rendent à l'avoir à aussi faible coût que ce que Dell peut avoir avec leur connexion. Puis oui, ça va aller là-dedans, c'est sûr. La seule chose que les gamers veulent, les hardcore gamers, comme on les appelle, c'est une faible latence. Donc, c'est là que je pense qu'il va falloir continuer à faire la recherche parce que si tu manques une milliseconde, tu peux manquer un coup fatal à ton adversaire dans des arénas de e-sport. Donc, tu sais, moi, depuis le jour 1, je suis sur Google Stadia, là. J'ai le Thunder Edition, fait que j'ai tout vu là, de l'évolution de Google Stadia. Puis pour de vrai, en tant que non-hardcore gamer, j'ai comme aucun problème là-dessus. Là. J'ai jamais vu de perte de latence vraiment. Des fois, il y a des lags, là, mais comme jamais pour me faire rater ma partie. Là. Le seul jeu que je joue en multiplayer, c'est. Oh mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. Mais c'est fait par ceux qui ont fait Halo. Là. En tout cas, The Division 2. Non, l'autre. En tout cas, bref. Lui, puis juste pour me faire dire, j'ai un blanc de mémoire, mais bref, à date, là, c'est ça. Je pense que la 5G, en tout cas, ça va aider à être encore plus fluide pour plus d'objets connectés. Admettons que je le faisais avec la réalité virtuelle, avec 2 contrôleurs. Là, j'aurais une fluidité énorme. Fait que c'est là qu'il va y avoir un point tournant. Et puis peut-être t'amener sur la transformation numérique parce que nous, à la DRIC, on est l'association pour le développement de la recherche, l'innovation, puis tout ça. Puis on a un programme, entre autres, qui s'appelle Transnum. C'est pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Et où je m'en viens avec ça, c'est que dans la transformation numérique, on parlait de l'industrie 4.0, la 5G industrielle va véritablement révolutionner la transformation numérique des entreprises. On sait que pendant la pandémie, il y en a quand même certains qui en ont profité pour virtualiser des opérations et tout ça. Certains autres ont encore un peu de retard, mais la 5G industrielle s'en vient. Je veux dire, on n'a pas le choix, c'est là. C'est comme quand on était allé en Allemagne, nous, il y a 4-5 ans, on parlait d'industrie 4.0. On n'était pas beaucoup de personnes à parler de ça. Aujourd'hui, la 5G, c'est quand même assez connu, en tout cas pour les téléphones et tout ça. Fait que, comment tu vois les applications de 5G dans l'usine, dans le secteur manufacturier? Ouais. Et nous, on pousse, puis on aimerait avoir des projets dans le manufacturier, dans toutes les digital twins aussi, les jumeaux numériques. Oui, exactement, les jumeaux numériques. Non, puis c'est bon parce que je travaille en ce moment, je parle avec des gens qui sont sur des plateformes pétrolières proches des Émirats arabes unis, puis eux, ils ont tous, ils ont un budget infini, là, ils ont tout mis sur des jumeaux numériques. Puis, dans le fond, le jumeau numérique, ce n'est pas juste une réplication 3D de la machine, mais c'est le fait aussi qu'à distance, tu puisses contrôler la machine. Donc, le jumeau est entier. Fait que c'est une connexion d'IoT plus de digitalisation de l'objet. Un des challenges cruciaux de ce changement vers la 5G, c'est de faire en sorte d'avoir les bons formats de fichiers pour la création de ces jumeaux-là. Autrefois, les ingénieurs travaillaient avec AutoCAD, donc tout dans le fond, aujourd'hui, est fait en CAD. Fait que c'est comment de faire en sorte de pouvoir mieux lire ces fichiers CAD-là ou faire des outils qui vont permettre de les charger rapidement le nombre de polygones élevés ou de les convertir, dépendamment de la méthode qu'on va utiliser. Ensuite, toutes ces IoT-là ont leur propre SDK, donc ont leur propre méthode de communiquer avec des interfaces graphiques. Il va falloir trouver un consensus aussi pour faire en sorte que ce soit facile de les connecter, pas qu'à chaque fois on prenne un programmeur pour la machine Z-1001. C'est une pompe. La machine L, c'est un embouteilleur, L110. Puis chacun a leur communication. Il faut prendre tout ce qu'ils te donnent pour la connecter à l'interface graphique pour faire que le jumeau digitaux existe. Il y a un travail de bras à faire, puis un consensus à mettre en place pour y arriver, que ça soit comme dirait le docteur Arruda, qu'on aplatisse justement l'effort. Puis dans cette conversion-là. Mais justement, si tout le monde marche ensemble, puis je pense que si on crée des consortiums de même, bien,
on vient à faire un mini-groupe, une mini-cellule qui va venir contaminer une autre cellule. Ça fait bizarre de dire ça dans le contexte, là, mais qui va venir faire ce qu'on dit le ripple effect ou l'effet des boules, des quilles, où chacun va comme, ou l'effet domino. Puis c'est ça, je pense qu'encore, c'est cette, cette étincelle-là. Moi, je pense beaucoup, tu sais, tu parles de l'Internet des objets, je veux dire, des milliers de capteurs connectés. Évidemment, avec l'intelligence artificielle, va commander des technologies beaucoup plus rapides et en millisecondes et tout ça. Donc, la 5G industrielle va permettre de connecter de bout en bout, tu sais. Et c'est ça, l'ultime rêve, c'est de dire, j'ai mes fournisseurs en temps réel, je connais mes commandes, j'ai mes clients en temps réel, j'ai mon BI et tout ça, j'ai mon usine, maintenance prédictive et tout ça. Et où je m'en viens, c'est qu'effectivement, dans le secteur manufacturier, certains pensent que, bon, il est peut-être un peu trop tôt, tu sais, pour faire des tests de 5G, alors que nous, on dit non, venez, tester et envoyer une petite équipe qui va être en fait financée à 50% quand même pour faire ce genre de test, que ça peut être des robots collaboratifs en temps réel ou une partie de votre chaîne de montage qui est entièrement connectée et ça va vous permettre de faire des comparatifs, des benchmarks, comme on dit, puis se préparer pour l'usine du futur, mais aujourd'hui. Et c'est ça, nous, notre message qu'on dit, profitez-en, c'est pré-commercial, mais ça a quand même un très grand impact stratégique pour le développement futur des entreprises d'ici. Oui, puis les entreprises d'ici, des fois qu'on ne pense pas qu'ils ont des usines ailleurs. Tu sais, on prend un groupe, là, mettons, je sais pas, groupe Lavergne qui a des usines à Shenzhen, au Vietnam, à Haïti. Tu sais, ce genre de groupe-là, ils veulent communiquer avec leurs autres usines. Puis il faut pour ce faire, pour qu'ils puissent faire de l'assistance à distance ou du téléguidage, ou voir la maintenance prédictive et la centraliser sur Montréal pour pas que ça soit tous décentralisé. On veut centraliser de plus en plus. Fait que c'est ça, il faudrait justement qu'il y ait des qui soient sur la 5G pour que ça aille plus rapidement, pour qu'il n'y ait pas cette latence-là quand il communique ou quand il fait un dessin à distance. Donc là, on parle de support à distance, remote assistance en bon français, pour qu'il n'y ait pas un délai là, comme ah, tu as dessiné là, mais finalement, il est en train de dévisser la mauvaise vis parce que le cercle a drifté le temps qu'il charge. Donc, c'est tout ça qui est à considérer là. Oui, c'est ça. Il y a le secteur des mines, évidemment, qui me vient en tête là, parce que, tu sais, je veux dire, travailler à 2 km sous terre, ton robot peut très bien le faire, puis en temps réel, tu contrôles ton application, tout ça. Et encore là, ce genre de projet-là, pour nous, ça nous intéresse évidemment beaucoup parce que, tu sais, on voit ailleurs dans le monde des entreprises qui ont déjà fait de très, très bons cas d'application concrets, à dire voici l'économie réalisée. Pas juste économie de main-d'œuvre, mais de sécurité également, par rapport à tes mineurs et tout ça. Donc, nous, on voit beaucoup d'applications potentielles et c'est pour ça que j'invite les gens à dire, bien, je pense qu'on peut peut-être avoir un projet et nous, en regardant l'avis d'intérêt, bien, ça nous permet de voir, ah, OK, peut-être qu'on peut l'aider à se connecter avec d'autres partenaires dans l'écosystème parce qu'on est quand même à la DRIC au centre d'un très grand écosystème, puis c'est très riche au Québec, je pense qu'on doit le dire, là. L'appui des startups, des RSRI, des universités, les MITAX, tout ça ensemble, ça fait que il n'y a pas de raison de ne pas faire de projet puis de tester des choses au Québec. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. Non, je suis d'accord. C'est peut-être un mauvais exemple parce qu'il y a aussi encore en Ontario, là, mais hier, je parlais avec un collègue à moi ontarien qui est d'ailleurs dans encore Ontario, mais il me disait justement, wow, au Québec, j'y pense souvent à déménager parce que en tant que start-up, je vois les autres startups comme admettons, et on se parlait, fait que OVA, qui est justement bien supporté ici. Fait que c'est vrai, il y a justement le MITAX, puis il y a les CCTT qui peuvent faire rajouter là-dessus des SEP, à l'université que c'est des Engage. Fait que si la planification financière est bien faite à l'avance,
il y a de quoi financer le risque puis de pouvoir être être premier dans son marché parce qu'on a fait un saut risqué, hein, parce qu'on s'entend que de la R&D, ce n'est pas des ventes. Donc, mais il faut la faire pour justement avoir une proposition unique, donc un unique selling point. Puis ben, tout ça a un coût. Puis comment amortir le coût pour faire nos tests, ben, c'est là-dedans que je le vois. Puis une autre des choses qu'on n'a pas traité, que la 5G va venir disrupter, là, c'est le fait qu'en ce moment, si on veut télécharger une application, on va sur le Google Play Store ou le App Store d'Apple. Mais dans le futur, là, avec la 5G, ça va être un peu à la Netflix ou à la Google Stadia, justement, que je parlais tantôt, ou la Amazon Luna. Puis là, ils sont tous en train d'en faire finalement, un cloud gaming, ces grands-là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, pour avoir un moment donné, je propose de quoi pour peut-être encore deux, là, ou encore, qu'on pourrait appeler, un genre de vitrine où que les gens téléchargent les applications qui ont été faites dans Encore directement. Puis, parce que quand on passe par le Google Play Store, on donne, autrefois c'était 30%, je pense qu'ils ont diminué récemment, je ne sais plus rendu combien, là, mais on donne une bonne partie à Google Play Store, une bonne partie à Apple, une partie à Epic Store, une partie à Steam. Fait, comment donner un peu moins? En tout cas, avec la 5G, ça va dépendre des antennes commerciales, à combien ils vont prendre sur la distribution, mais je suis sûr que ça va être beaucoup moins que donner 30% à votre publisher, à votre plateforme de vente de votre application. Fait que ça aussi, c'est un pensez-y bien. Parce que 30%, ça peut vite se gagner. Il y a vite un retour sur investissement là. C'est ça. Et un petit point, peut-être en terminant là-dessus, sur notre discussion, c'est que vous pouvez jumeler des aides financières. Tu sais, il y a toujours l'idée en anglais du stacking, là, du montant maximum d'aide publique étant municipal, provincial et fédéral. Mais toujours est-il que nous, on vous aide là-dedans à faire un montage et de voir aussi votre input à vous en ressources humaines, en matériel, en expertise, tout ça, pour aller chercher le maximum que vous pouvez dans un projet plus vaste. La 5G s'inscrit dans un projet de recherche et développement, la portion 5G, avec Encore, bien, pour nous, c'est clair qu'on veut l'optimiser. Et donc, avec des MITAX aussi, Quentin a deux chapeaux. Et donc, on va faire le tour avec ses collègues. Quentin, corrige-moi, mais vous êtes partout, dans le fond, université, cégep aussi, les centres de recherche, c'est ça? Exactement. Et on a oublié tout à l'heure, Harold parlait des CCTT, mais ils sont aussi éligibles pour recevoir du financement. Donc, ça nous est arrivé de financer des projets où le CTT était inclus et participait au développement. Et exactement. Les OBNL aussi. Donc, c'est une particularité là, pour les projets. On parlait de PME. PME, c'est 500 employés et moins établis au Québec. Ça peut être une filiale, mais vraiment établie au Québec. C'est ça notre critère. Là. Mais aussi des organisations à but non lucratif qui participent. Pour nous, ils sont complémentaires et ils sont très importants dans l'écosystème. Il ne faut pas penser que les PME font ça tout seuls. Ils sont entourés de chercheurs, des gens du crime. Ça peut être de d'autres centres de recherche. Et on regarde ensemble là, à ce que tous ces gens-là travaillent en complémentarité pour faire le meilleur projet là, possible. Donc, moi, ça fait le tour un peu là, de notre échange avec Harold. Je te remercie beaucoup de ton temps, ta gentillesse habituelle. Tu ne refuses jamais quand on te demande de venir participer à des activités. C'est super gentil de ta part. Je remercie aussi mes collègues, Quentin, pour ta présentation, Carl et Nabila aussi. Écoutez, nous, ce qu'on fait, on va vous laisser avec notre... je vais juste changer. Voici nos contacts, nos informations de contact. Vous allez avoir la présentation aussi disponible. On va vous la faire parvenir. Et aussi, l'enregistrement va être sur notre site là, très bientôt. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos courriels, notre numéro de téléphone, LinkedIn et compagnie. Ça va nous faire plaisir là, de prendre rendez-vous, de discuter là, avec vous. J'espère que ça a répondu à vos attentes, cette nouvelle formule-là. Il y a un petit sondage là, qui s'en vient tout de suite à la fin, puis j'aimerais ça que les gens prennent quelques minutes pour y répondre parce que c'est important pour nous de voir, étant donné que c'est notre première fois,
de voir si cette formule a répondu à vos interrogations, bien sûr. Et si oui, ben, on va probablement continuer de le faire peut-être aux 2-3 semaines. Et des sujets aussi qui vous intéressent, pour nous, c'est intéressant là, de répondre à vos questions. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une superbe journée. Et puis, merci beaucoup encore, Harold. Puis, merci à tout le monde d'être venu participer avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye. Au revoir.